Le végétal n'a passé son temps qu'à se balader partout avec on va dire, des stratégies qu'il a mis au point justement pour pouvoir se déplacer. Voilà. Donc, c'est amusant de parler de plantes exogènes ou de plantes endogènes. Selon moi, c'est une vision vraiment très étrange du monde et du vivant. C'est les limites qu'on a bien voulu mettre, qu'on a bien voulu inscrire à tous les niveaux. Hein, voilà. Mais bon, le vivant, avec un V majuscule, ne fonctionne en aucun cas sur sur des phénomènes comme ça. Parce que si on était sur ce phénomène-là, eh ben, on pourrait présupposer qu'il y aurait, je ne sais pas, 3 variétés de végétaux sur la planète et ça serait toujours au même endroit et ça n'aurait pas bougé. Voilà. Donc, non seulement c'est mobile, mais c'est mutant, c'est-à-dire que ça se croise, ça se déplace, ça innove, c'est créateur et c'est en aucun cas bloqué au niveau génétique, au niveau déplacement géographique, évolution, métamorphose, etc. au niveau du végétal. On a là aussi, me semble-t-il, largement à s'en inspirer, largement à écouter, à observer comment ce végétal il fonctionne, justement sans cette peur peut-être qui est sous-jacente de se fondre dans quelque chose que l'on penserait ne pas être soi. Voilà. Mais est-ce qu'on est vraiment soi déjà? Et est-ce qu'on a besoin d'avoir cette affirmation qui aussi nous entraîne dans des processus qui sont, j'ai envie de dire délétères, mais un petit peu plus que ça, qui sont pathogènes, en fait, réellement. Voilà. Parce on est bien, bel et bien partie, micro-partie de quelque chose qui nous dépasse largement et qui est bien plus vaste que notre petite personne. Voilà. Donc, dans cette façon d'aborder le végétal, je dirais que dans les premières recherches que l'on peut faire, c'est sur, par exemple, un plan alimentaire. Si on regarde de manière alimentaire au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mangerait de manière endémique si j'habite Nancy ou si j'habite Lyon ou si j'habite Séville ou si j'habite, je ne sais pas, Tombouctou, de quoi je me nourrirais? Si effectivement, chaque contrée, pays aurait réellement ces saloperies de frontières là, avec des murs qui nous auraient bien tenus, contris, ratatinés dans notre suffisance et dans des milieux clos qui viennent dégueulasses. C'est l'idée du lac, pour moi, dormant, qui se stasifie, qui se glauquifie avec le fil du temps et c'est assez étrange. Donc, dans cette observation, essayez de voir comme ça, spontanément, au jour d'aujourd'hui, si vous étiez vraiment endémique, et donc sur des plantes endogènes, qu'est-ce que vous mangeriez? Après, ouais, ça a tellement voyagé, mais après, par exemple, si je regarde le marché à côté de chez moi, j'achète beaucoup mes fruits et légumes chez un marchand qui fait, enfin voilà, c'est sur son terrain à lui. Après, je sais pas si on peut dire endogène, mais il y a des pommes de terre, des carottes, brocolis. Après, je sais pas si À l'origine, la patate, elle vient d'où? du Pérou ou non, c'est pas. Oui, En Amérique du Sud, hein, je veux dire, au niveau botanique, ouais. on retrouve toute la famille des solanacées sur le continent Amérique du Sud. Donc, solanacées, c'est-à-dire tomates, aubergines, patates, tati-tata. Oui. Donc, ça, quand tu fais ton marché, il n'y en a plus parce que tu as décidé de travailler et de te nourrir local et de fonctionner avec des ressources endogènes. Si on prend par exemple des choses très basiques, tout le monde, je suppose, enfin je souhaite, je pense, j'en sais rien, connaît l'onagre. Je sais qu'on fait de l'huile, mais après, je ne sais pas trop comment. Voilà, c'est une grande plante qui fait des fleurs jaunes, qui est une Oui, plante tout à magnifique, fait. Oui. voilà, et qui est bourrée de boutons, qui a des formes de chapeaux de lutin qui sont jaunes d'or à l'intérieur. C'est juste magnifique. Oui. Si tu fais des rondelles là-dedans, c'est d'une beauté incroyable. Les fleurs, si tu les manges, c'est quelque chose qui est en sensation dans la bouche
d'un côté charnel très, très particulier. Elle a la capacité, donc, enfin voilà, on dit que c'est une plante de femme et pas de jeune fille, hein, ou de jeune femme, mais de femme, parce qu'en fait, elle se dédouane du soleil, elle s'ouvre à la tombée du soleil, donc elle n'a plus besoin de ce côté yang pour être elle-même. Ben, voilà, on a l'impression qu'on la voit partout. En tout cas, nous, on peut la voir sur des talus, en bord de chemin. Voilà, enfin, on la voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, elle vient d'Amérique du Sud. Moi, j'ai trouvé ça curieux. Elle s'est implantée toute seule dans mon jardin sans que je fasse rien. J'ai découvert ça là depuis 2 ans. Bien sûr. Plus ça va, plus elle grossit, plus ça va, plus elle essaime. Donc, je la laisse faire parce qu'elle est très belle, en effet, je trouve. Je ne savais pas que ça venait de là-bas. Je n'ai pas cherché. Ouais, mais c'est intéressant de se poser la question. C'est ce qu'on est en train de faire déjà, se poser la question de voir un état où, je ne sais pas, on a des plantes, on va dire, qui sont devenues, entre guillemets, colonisatrices, où tout le monde fait un peu du cinéma avec ça. Je ne sais pas, quand vous descendez sur Saint-Étienne, en partant de chez nous, il y a des zones, mais des kilomètres et des kilomètres de renouée du Japon, parce que c'est une plante invasive. Mais une plante ne peut pas être invasive. Une plante est là déjà parce que son rôle est d'être là où elle est. Ça, on s'en est un petit peu égaré de ça. Mais en même temps, cette plante, renouée du Japon, elle porte son nom, elle n'est pas là. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut manger comme les pousses de bambou. Donc voilà, ça peut être une super ressource alimentaire, c'est pas complètement nul. Mais toujours est-il que les plantes ont développé des particularités pour se déplacer. On a l'impression effectivement que ça a un côté végétatif, c'est-à-dire que voilà, ça n'a pas de jambes, pas de bras, ça ne court pas vite, et du coup, c'est statique. Voilà. Et ce dont on est en train de parler, on voit bien justement que les plantes ont passé leur temps à se balader, à se faire transporter par les animaux, par les voyageurs, par les bateaux, par les oiseaux, par les déjections des ours. Hein. Je veux dire, si on mange des pommes, c'est grâce aux ours. Le Malus caucasica, il fallait que ça passe par un système digestif au niveau des pépins pour que ça puisse germer. Donc, merci le partenariat végétal-animal. Sinon, on n'aurait pas de pommes. Oui. Et le Malus caucasica, caucasica, c'est le Caucase, voilà, on n'aurait pas de pommes. Hein. Oui, exactement. Voilà. Endogène, ce n'est qu'une illusion. Mais heureusement. Sinon, là, c'est gravissime. Quoi. Ça s'appelle l'asile de fous. C'est un truc qui est fermé. Et ça, on nous bassine avec ça. Hein. Et même sur le côté, on va dire, agriculture biologique ou agroécologie ou AMAP ou circuit court ou je ne sais quoi, où on n'arrête pas de parler de consommer, de se déplacer, de réfléchir local. Après, quand on dit local, c'est justement de ne pas utiliser l'avion, enfin les moyens qui Si tu polluent. manges des bananes, je ne sais pas comment elles viennent par avion ou par bateau. Ouais. Oui, exactement, oui. Mais ouais. Là, on a la chance d'avoir des gens qui nous montrent des fruits d'Andalousie. Je trouve ça génial. Moi, j'ai envie de manger des mangues. Hein. Dans 10 ans, ils pousseront ici. Mais pour le moment, non. Mais on voit bien que le rôle du végétal ou des fruits, de ce côté alimentaire ou de soins, puisque c'est ce qu'il véhicule, hein, le végétal nous véhicule notre nourriture et notre santé. On voit bien que heureusement qu'il a développé d'autres facultés pour pouvoir se déplacer, parce que si on avait été dans cette pensée-là depuis la nuit des temps, on serait grave, quoi. Hein. Enfin, excusez-moi, mais moi, ça me ferait flipper. Hein. Il n'y aurait pas eu d'évolution. Le terme veut bien dire ce qu'il veut dire, de toute façon. Voilà. On se serait sclérosés tous. Enfin, la planète se serait sclérosée. Oui, c'est vrai. Comme quand dans les mariages consanguins, c'est ça. Exactement. Les tares se reproduisent de plus en plus et du coup, la race s'éteint. Donc, au niveau des végétaux, je pense que c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait dans le côté conventionnel, c'est-à-dire qu'on a pris des particularités qui, selon un certain point de vue, représentaient de la quantité ou généralement de la quantité, hein, plus qu'autre chose. Et du coup, on va virer au niveau génétique ce qu'on n'a pas envie, c'est-à-dire tous les génomes qui vont amener de la mobilité.
Donc, la possibilité d'allogamie, donc de croisement, d'évolution, de métamorphose. Donc, on va bloquer ces principes-là. Et du coup, on va garder ce qu'on appelle des variétés qui sont, entre guillemets, stériles dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de processus donc, de croisement, donc d'évolution. C'est très important ce qu'on est en train de dire, parce que si vous le projetez dans le monde dans lequel on est au jour d'aujourd'hui, ce que nous vivons les uns et les autres, les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres, on voit bien qu'on flirte avec des processus qui sont hyper graves, mais dont personne n'a vraiment pris corps de ça, puisqu'au niveau politique, personne n'en parle. Donc, quand vous faites pousser, je ne sais pas, du laurier noble sur votre balcon, j'ai envie de dire, c'est presque un acte politique. Je veux dire, le Rus nobilis, il n'est pas là chez nous. Hein. Parce qu'il y a aussi le côté où l'humain, il joue un peu l'apprenti sorcier et il déplace aussi sans conscience aussi certaines espèces. Et je pense qu'effectivement, du coup, ça crée des déséquilibres dans les écosystèmes qui fait que du coup, ça laisse plus d'espace à certaines plantes pour elles croître. C'est un peu ce côté, si je pense à l'humain, c'est le côté dominant-dominé. Il y a toujours un rapport de force du coup qui s'installe. Et peut-être qu'il faut faire les choses aussi dans le respect et justement ce côté invisible d'apporter une énergie positive, ça peut jouer aussi dans ce qu'on peut mettre en place, quoi. Enfin, alors mettre en place, c'est pas le mot, mais Mais pourquoi vous avez dans ce que j'entends l'idée que nous devrions, nous, en tant qu'humains, contrôler quelque chose là-dedans? Nous l'avons contrôlé donc, dans l'excès, c'est-à-dire d'appauvrir la possibilité donc d'évolution du végétal pour le rendre rentable et productif. Ça, c'est fait. Mais pour quelle raison nous devrions, nous, intervenir, puisque le végétal a passé son temps à se balader depuis la nuit des temps. Depuis qu'il y a des animaux et des végétaux, de l'eau et de l'air sur cette planète, le végétal s'est déplacé. parce qu'après, si on prend par exemple les algues, là en ce moment, on parle pas mal des algues invasives sur certaines parties qui colonisent tout, entre guillemets, et qui laissent plus d'espace à d'autres plantes qui, elles, avaient l'habitude de vivre sur certaines zones. Et du coup, on ne retrouve plus ces plantes-là parce qu'il y a certaines qui prennent trop d'espace. Et qui prend trop d'espace? Voilà. Qui a décidé que là, il y a trop d'espace, en fait? Pour moi, c'est une question d'équilibre. Si la plante, elle est là, elle fait son action, elle rééquilibre, et une fois qu'elle n'a plus de raison d'être, elle disparaît. Et c'est une autre qui prend le relais. Et c'est nous, je pense qu'en tant qu'humains, on n'accepte pas ces pertes, ces invasions, et on a décidé que c'était la plante A qu'on devait garder, et quand il y a la plante B qui arrive, qui détruit la plante A, c'est un drame. En même temps, par rapport à ce que tu dis, généralement, le développement, alors ça, c'est un autre milieu parce qu'on est dans le milieu marin, le développement des algues, c'est dû à des excès de chimie, de pollution. Oui. Voilà. Et généralement, les algues, c'est plutôt des dépolluantes. Donc, oui, si elle est intervenue, c'est qu'elle a des raisons d'intervenir. Mais c'est encore un autre phénomène, le phénomène, on va dire, aquatique, entre les poissons, les algues, etc. C'est encore d'autres phénomènes. Mais généralement, c'est qu'il y a un déséquilibre. Quand il y a invasion de quelque chose, la plante en général ne cherche pas du tout, enfin je veux dire, elle n'a pas de caractère guerrier en aucun cas. Elle n'a pas comme nous un besoin de territoire pour vaincre, enfin je veux dire vaincre du territoire. Elle fait un job déjà au niveau de côté tellurique et puis le côté ciel. Je veux dire, elle dépollue naturellement, c'est ce que fait l'ortie. Enfin voilà, je veux dire, les végétaux ne sont pas là par hasard, simplement pour nous emmerder. Ils sont là parce qu'ils ont déjà une fonction et un rôle en tant qu'être vivant. Ce qui est intéressant, en tout cas pour nous aussi d'observer, c'est si le végétal s'est déplacé, c'est pour nous enseigner quelque chose. Hein. Si on se replace un petit peu moins dans le côté très concret matière, si on se replace un petit peu à un autre niveau, le végétal, pourquoi il s'est déplacé? Et voilà, c'est pas dit, tiens, voilà. Mais si on peut voir sur un plan vraiment organique, physiologique, végétal,
je veux dire, le végétal a inventé des milliers de façons de se déplacer. Si vous pensez vite fait comme ça à plein de formes de semences qui utilisent les 4 éléments, déjà, hein, vous avez des déplacements qui sont liés à l'eau, à l'air, des semences qui doivent brûler, donc le feu, pour pouvoir se régénérer et se révéler. L'eau, ben, voilà, les graines flottent et se baladent, hein, je veux dire. Tout à fait. Voilà. Donc, ben, après, vous avez tous les moyens de locomotion de végétaux, si vous connaissez un petit peu la bardane, parce que c'est trop rigolo, ou le gaillet-graton, il y a, je veux dire, n'importe quel animal qui passe, il va se retrouver avec un truc accroché. Donc, il va se déplacer, ça va tomber à 1 km, 10 km, et puis il y en a un autre qui va le prendre, ça va peut-être refaire 50 km. Donc, le végétal a fait des milliers et des milliers d'idées pour arriver à se déplacer. Alors, je suis néophyte, mais quelle est la proportion par rapport à la végétation qu'on voit au jour d'aujourd'hui dans nos contrées, on va dire en France? Quelle est la proportion par rapport à toute cette végétation de ce qui s'est fait seul et de ce qui s'est fait par l'intervention de l'humain? Bah, là, si tu es en milieu naturel, l'humain n'intervient pas. Je dirais, l'humain, il intervient dès qu'on va avoir des cultures ou qu'on va avoir, on va dire, des zones urbaines où on va être obligé de générer des politiques environnementales paysagères, c'est-à-dire où on va faire des parcs. Tous les parcs en milieu urbain ne sont pas naturels, ça c'est clair. Mais après, si on est dans un milieu naturel au fin fond, je ne sais pas, de la Dordogne ou je ne sais pas quoi, moi, je sais pas, n'importe quelle montagne ou ici, à part ici où on sait très bien que les conifères ne sont pas à leur place et n'existent pas de manière naturelle, mais le reste, je veux dire, c'est point barre. Mais c'est dès qu'il y a de la grande culture et du milieu urbain. Mais si on reprend l'exemple de l'onagre de tout à l'heure, la question, je pense, de Nicole, c'est comment on peut savoir si elle est venue ici, quand elle est venue en Europe, est-ce qu'elle est venue par l'intermédiaire des hommes, même si c'était il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années, ou est-ce que c'était par l'intermédiaire d'autres choses? Mais ça, je ne pense pas qu'il y ait une façon de le savoir. Bah, moi, j'ai envie de dire, je m'en fous, dans la mesure où elle est installée et qu'elle est géniale et que voilà. Mais ce qui est important pour voir, c'est de voir si on dézoome un peu cette histoire-là, c'est-à-dire que si on regarde un peu ça, on voit bien que ce vivant, cette biodiversité dont tout le monde parle, elle n'est vivante et réelle que parce que tout ça a bougé et s'est mixé. Hein, je veux dire, c'est cette mixité de déplacement et d'expression qui a créé cette biodiversité et qui la laisse encore et toujours dans des processus qui sont liés au vivant. On voit bien que dans l'autre côté, on est vraiment dans du pathos et dans du mortifère, puisqu'on est sur de la culture ou des parcs, même aussi beaux soient-ils, hein, parce que dans des parcs, effectivement, des fois, il y a des sujets et des arbres magnifiques. Ça fait un peu zoo, hein, en même temps, voilà, donc peut-être ça deviendra des conservatoires, j'en sais rien. Mais après, ce n'est que dans ces espaces-là, j'ai envie de dire, qu'on sait qu'il y a une intervention humaine et qu'en fait, ce n'est pas le végétal qui s'est aménagé. Le végétal, spontanément, il va s'installer là où il a nécessité de s'exprimer. Moi, je suis biaisée parce que j'habite dans une zone où il y a quand même beaucoup de cultures très diverses. Donc, c'est vrai que la nature sauvage… Je cherche. Parce que moi, je suis dans les oliviers, les amandiers, les abricotiers, la vigne. Donc, je vous raconte pas. Bon, ça commence. En Drôme, je me plains pas. Ça a quand même pas mal bougé ces dernières années, apparemment. Mais quand même, quoi, tout est structuré, tout est organisé. Et quand je vois qu'ils sont en train de… Moi, je suis dans la zone de Nyons, donc les oliviers, c'est une olive particulière. Ce sont des oliviers qui sont les plus au nord, sauf que maintenant, comme il fait de plus en plus chaud, ils ont besoin d'eau, eux, et pour en avoir plus, les paysans ont comblé toutes les réserves d'eau. Donc maintenant, il va falloir, l'idée du préfet, c'est de construire un aqueduc entre le Rhône et la Drôme provençale pour venir irriguer
Bien. garder l'olive de nuance, quoi. Alors que moi, j'ai rencontré un jeune moulinier qui me dit, moi, normalement, si on était intelligent, dans 10 ans, je n'ai plus d'activité parce que l'olive de nuance n'a plus de raison d'être. Il faut la planter à Valence. Bien sûr. Et chez nous, il faut qu'on mette des dattiers, il faut qu'on change de culture pour s'adapter au fait que justement, il fait trop chaud pour l'olivier de… Donc, moi, j'ai du mal à voir la… C'est vrai qu'il faut que je monte plus au nord, en fin de compte, pour voir de la végétation sauvage, quoi, ou que je parte dans les Alpes, dans les vallées, reculer. Mais moi, je ne vois que de la culture. Mais de toute façon, la culture, elle a toujours existé. L'homme, je veux dire, dès qu'il a arrêté d'être un masseur-cueilleur, il s'est sédentarisé et il a commencé forcément à cultiver. Mais il a commencé à cultiver parce qu'il a été ramasseur-cueilleur avant et qu'il a vu qu'est-ce qu'il avait besoin, ou qu'est-ce qu'il était… Je veux dire, c'est l'idée des céréales dont on parlera un jour. Hein. Je veux dire, plutôt que d'avoir des grains qui tombent directement par terre, ce qui était le cas des céréales, des graminées, pardon, avant donc ces histoires de céréales, et qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu une sélection qui fait qu'on va affiner, mais la main de l'homme est déjà avec les céréales, il y a la main de l'homme qui est intervenue. Là, on a déjà perdu pied. Sur l'idée de la culture, je parle. Hein. Là, déjà, il y a la scission qui est énorme. Voilà, là, c'est fini, foutu, quoi. Donc, on est passé à autre chose. Mais tout ça pour dire que quand dans les essais qu'on fait, nous, ici, sur des plantes… alors, moi, j'ai cultivé un peu des plantes chinoises, des blés, alors vraiment des blés qui venaient vraiment, vraiment du monde entier, de tous les continents, Éthiopie compris, hein. Des plantes qui viennent d'Inde, maintenant des plantes qui sont plutôt d'origine d'Afrique de l'Ouest. Et heureusement, parce que quelle punaise de joie de voir un hibiscus sabadifera qui est en train de fleurir, de voir que vous allez pouvoir le ramasser, que quand vous buvez du bissap, vous avez suivi de la petite graine que vous avez mise dans la terre et que vous arrivez jusqu'à cet espace que vous allez cueillir, dont vous allez prendre soin, que vous allez pouvoir restituer, pouvoir partager par une boisson qui va être super bonne mais en même temps soignante. Mais quel bonheur! Donc, on voit bien que cette richesse, en fait, de biodiversité, soit on l'éteint, et c'est ce qu'on a fait beaucoup dans les milieux agricoles au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment appauvri le côté génétique, et on a resté sur ces histoires qui sont aussi des systèmes bloquants, parce que les olives dont tu parles, Nicole, c'est ce qu'on appelle les AOP ou les AOC, qui font que justement, c'est mort. C'est mort. C'est-à-dire que s'il y a une super olive qui se croise et qui serait peut-être vachement plus adaptée au niveau climat, comme elle ne va pas rentrer dans le cahier des charges des olives de nuance en AOC ou en AOP, elle va être virée. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est l'intervention humaine. Et là, on se confronte donc à des écueils. C'est-à-dire qu'on va repasser à de l'appauvrissement génétique, alors que le végétal ne nous parle que du reste, hein, de processus vraiment d'évolution, de métamorphose, et donc d'ouverture au niveau génétique, et en aucun cas de fermeture. Il n'y a que dans l'intervention humaine où on appauvrit et où on ferme ses génétiques et où on redevient local. Tellement local que, en fait, si on réfléchit un tout petit peu, au niveau boulangerie, au niveau des blés, donc des céréales et du pain qui est transformé pratiquement à 80% dans le monde, vous avez 4 variétés de blé qui sont semées, récoltées, panifiées. Donc ça, c'est l'intervention humaine. Donc, si on se replace du côté végétal, on rebascule, on redevient végétal, on comprend ô combien, grâce à eux, nous avons cette réelle biodiversité vivante qui est vraiment effective et qui n'est pas une vision. Ce n'est pas une pensée ou une vision ou de la politique économico-écologique, mais bien autre chose. Mais donc, on voit bien que si on suit ces phénomènes-là végétaux ou végétales, je ne sais pas comment on dit, c'est pareil, on va avoir nous-mêmes réactivé cette non-limite, j'ai envie de dire, de processus d'évolution. C'est ce que nous montre, hein, c'est là où je vous emmenais, c'est ce que le végétal nous montre. C'est-à-dire qu'il n'y a que nos propres certitudes qui sont bloquantes et qui nous amènent à un appauvrissement permanent.
Et on devient endogène de chez endogène, de super endogène. Mais il y a un autre phénomène qui est parallèle et qui est conjoint à ce dont on parle, c'est que le fait, à un moment donné, dans un espace-temps qui nous impartit de choisir, le fait d'être vraiment endogène au point de devenir endémique avec le végétal dans lequel on évolue, nous relie réellement, pour de vrai, pour de bon, à tous les systèmes végétaux du monde. J'ai été un peu vite, mais on va reprendre. Dans la mesure où le végétal a passé son temps à se balader. OK ? Donc, si, comme beaucoup d'humains qui ont besoin de se rassurer par une mobilité excessive, j'ai envie de dire, ou de se confronter, ou de penser qu'on va apprendre en étant dans la mobilité, on l'est mobile à l'intérieur. C'est juste à l'intérieur qu'on doit être mobile. Hein. Ça n'empêche pas de bouger, c'est pas ça. Hein. Mais c'est des expériences voilà, qui peuvent être très explosantes. Voilà. C'est-à-dire que ce dont on parle, parce que de toute façon, on est toujours en lien les uns avec les autres et avec notre intériorité et notre extériorité. Mais notre intériorité n'existe que parce qu'on vit dans une extériorité. Je veux dire, sinon, il y a un truc qui bloque, qui fait qu'on est dans un processus monolithique, granitique, silex même. Hein, et du coup, il n'y a plus l'idée du mouvement. Je veux dire, notre intériorité, elle fonctionne que par relation. Voilà. Donc, si on reprend tout ce qu'on vient de dire, à un moment donné, si on est vraiment dans l'observation des plantes endogènes, c'est-à-dire en tout cas, maintenant qu'on a compris qu'en fait, le végétal a passé son temps à se balader partout sur cette planète, d'accord ? Parce que même sur un plan, on va dire, archéologique, on va retrouver des pollens qui étaient à l'origine sur un ancien continent et qui se retrouvent complètement improbable que ça puisse, et pourtant ça y est. Donc, on a bien compris que ce phénomène-là, il a matché depuis la nuit des temps à se déplacer, d'accord ? Donc, nous, on est forcément à un endroit donné parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, enfin, on travaille, mais on n'y arrive pas très bien. Donc, on est quand même dans un espace qui nous est donné. Si on se laisse, on va dire encore une fois pour moi, pénétrer par tout ce côté endémique, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel on est, sachant qu'il est ouvert, hein, puisque naturellement, on trouve de l'ONAC, de la Renouée du Japon. Plus on va rentrer dans du local interne, plus par le biais du végétal, attention, hein, enfin pour moi, plus on va être en lien avec tout le système végétal de cette planète. C'est-à-dire que si on rentre très concrètement, on va prendre une image dans le cœur du cœur d'un coquelicot ici, tellement on l'a écouté, qu'on l'a senti, qu'on l'a vu, on va être spontanément, si on nous prend, on nous déplace, en lien avec n'importe quel végétal sur n'importe quel continent. Donc, ça nous montre par rapport aux questionnements d'ouverture de ce temps de parole, est-ce que ça existe le fait d'être endogène ou exogène? Là, on est en train de démontrer plutôt, je dirais que non, on ne peut pas se penser endogène. Nous-mêmes, hein, au regard du végétal. Après, moi, ça me pose question. Alors, j'ai un peu du mal à m'exprimer, en fait, parce que j'ai l'impression que ça fuse un peu dans tous les sens. Mais j'ai tendance à faire un parallèle avec l'être humain et je trouve que ça pose question par rapport à l'identité. Parce qu'en fait, des fois, je me dis, les plantes aussi, ça peut être des repères. Je sais pas, par exemple, le manioc, on va dire, on va le trouver dans certaines régions du monde. Les cerisiers du Japon, enfin, il y a des choses comme ça. Alors après, je sais pas si c'est un imaginaire ou si... Mais je vois ça un peu comme des repères et qui créent aussi justement de la richesse. Je vois ça un petit peu comme les humains qui fonctionnent avec le côté traditionnel. Il y a des traditions de certaines tribus, de certaines populations. Et si on se met à tout mélanger, bah, du coup, après, c'est comme des couleurs, en fait. Je me dis que
Les couleurs, elles sont magnifiques aussi quand il y a une certaine intensité de la couleur, mais si on mélange tout, ça devient gris, ça devient noir, ça devient... il n'y a plus les pigments. Alors, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un espace où vraiment chacun pourrait, chaque espèce pourrait se côtoyer, mais sans tout mélanger n'importe comment, je sais pas. Il n'y a que l'homme qui mélange tout n'importe comment. Le végétal, il sait très bien ce qu'il a à faire depuis tout le temps. Oui, mais comme c'est l'homme aussi, il y a l'intervention humaine, du coup, ça peut créer des dégâts par son intervention. Mais ça, on est dedans. Oui, bah oui. Mais après, le fait de mélanger, ça ne fait pas un gris. Généralement, quand tu vois un arc-en-ciel, c'est juste l'ouverture de la lumière, donc ça ne fait pas un gris. Si on mélange les couleurs, ça fait de la lumière. Mais si je vais dans la continuité de ce que tu dis, Nathalie, là, je te pose une question. Rachel, qu'est-ce qui fait que lorsque tu mets en terre, enfin tu sèmes de l'hibiscus dans la serre, là, qu'est-ce qui fait que c'est OK? La joie, que ça procure. Parce qu'il y a probablement quelqu'un d'autre sur Terre qui se dit, moi, je vais mettre... tu te dis pas je vais mettre, mais il y a quelqu'un qui peut se dire sur Terre, je vais mettre telle plante à tel endroit. Et puis je sais pas, peut-être que ça peut altérer l'environnement, en tout cas l'altérer, le modifier. Mais heureusement que ça le modifie, sinon, mais on n'est pas toujours prêt à ce que ça se modifie aussi rapidement. Ah ça, de toute façon, c'est pas nous. Parce qu'on n'est absolument pas mobile. Oui, parce qu'on n'est pas mobile si on n'est pas végétal. Si on se cale dans le végétal, lui, c'est ce qu'il a fait depuis tout le temps. Je veux dire, il a passé son temps dans cette mobilité. Je veux dire, dans sa façon de se reproduire, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de se croiser, dans sa façon de muter, dans sa façon de disparaître, dans sa façon de réinitier, de créativité. Ouais. Il fait que ça. Ouais, mais enfin, moi, je t'entends souvent dire que l'être humain, on peut le considérer comme quelque chose de grossier. Ah oui. Et en quoi et l'être humain qui déplace les végétaux, est-ce que ce ne serait pas grossier? Je comprends qu'on puisse dire arrêtons de mettre des barrières et laissons les végétaux se balader librement par le moyen des animaux, des éléments, mais pourquoi aller jusqu'à moi, être humain, je décide de prendre tel végétal et de le mettre là? Mais de toute façon, ça, c'est déjà fait il y a belle lurette. C'est pas, je veux dire, pourquoi il y a du soja au Brésil et pourquoi il y a eu des forêts d'eucalyptus qui ont été plantées? Pourquoi on a tout le sud de la France qui est bourré de vignes et pourquoi on a tout le nord qui est rempli de céréales? Oui, ça, c'est de l'agriculture. Donc, je parle pas d'agriculture. Là, c'est l'intervention humaine. Moi non plus, je parle pas d'agriculture. Là, c'est l'humain. Il fait que ça. Qu'est-ce qui te fait dire non mais je cherche pas à dire qu'il y a un truc qui est bien ou mal. C'est à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te fait dire que c'est OK de mettre un végétal à tel endroit juste pour voir ce qui se passe? Alors, ça, c'est l'idée on va dire, de l'humain dans le vrai sens humanité, c'est-à-dire de croiser chaque fois des choses qu'il ne connaît pas et de s'enrichir de la connaissance de l'autre, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale ou qu'elle soit végétale. Donc sinon, effectivement, on serait dans un milieu stérile, ça serait Cloud Atlas, et on aurait des blouses blanches et nous ne bougerions pas. Ouais. Je veux dire, l'homme a commencé à voir sans doute peut-être un jour dans des bordures de forêt des petits trucs rouges au sol, et il s'est dit au bout peut-être d'une génération, tiens, on peut en manger, on n'est pas mort. Et puis, il s'est dit, c'est génial. Et il est parti avec des fraises dans sa poche. Et puis, quand il a fait, je ne sais pas, 200 km en remontant la steppe sur le côté gauche, en passant par le côté droit, il a rencontré des potes qui étaient là-bas. Ils ne se sont pas foutus sur la gueule. Il s'est dit, super, vous nous avez filé du lait de chèvre, je te file des fraises. Quand il y a eu la guerre de Verdun, 14-18, 60% des pommiers qui sont à Arlan viennent des tranchées de gens spontanément, pendant la guerre de 14-18,
qui ont chopé des greffons, qui sont revenus avec des greffons dans les poches et qui ont greffé en rentrant chez eux. 60% des pommiers de là. Ça, c'est inhérent à la vie. C'est vrai. C'est toujours pareil. Mais où on est dans cette dynamique qui est juste exponentielle et donc créative et qui est liée à, on va dire, à l'humain en tant que personne, où on est dans un autre processus qui n'est plus humain, c'est-à-dire où il y a un processus économico-financier de production qui gère des marchés. Mais là, on a dépassé l'entendement. Là, c'est Icare. On va aller plus haut que le soleil. Mais ce déplacement du végétal, il a été, je veux dire, on trouve dans le côté, tout ce qui est archéologie au niveau préhistorique, on retrouve des baies qui viennent de Prusse ou je ne sais pas quoi, que tu retrouves au fin fond de la Sicile. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, l'homme s'est tout le temps déplacé. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit et qu'il se soigne. Donc, quand il a aperçu que cette petite plante-là, quand il avait une bonne chiasse, il s'en bouffait une bonne tartine et son ventre, ça allait vachement mieux, le mec, il n'était pas taré. Il s'est dit, attends, là, on est obligé de se balader parce qu'il fait trop froid, il faut qu'on fasse 200 bandes pour remonter. Si j'ai mal au bide comme ça, je vais être vraiment pas bien. Donc, je prends des feuilles, même voir une petite racine parce qu'il n'est pas con, dans sa poche, il se barre. Sauf qu'il a déjà fait 200 bornes et qu'il va se poser peut-être 6 mois là-bas, mais qu'il va croiser des mecs qui eux-mêmes vont se dire, oh putain, j'ai vachement mal au ventre. Ils vont dire, bah super, j'ai des feuilles, ça va te faire du bien. Enfin, ça a tout le temps été comme ça, et heureusement. Bon, et le plus surprenant, en fait, dans tout ça, moi, ce qui me surprend énormément, c'est qu'on est dans une période, ça fait quelques années, où on parle énormément de transition écologique, d'environnement, d'écologie. Et on en oublie presque, quand on parle de ça, en fait, on parle de la vie. Quand on dit qu'il faut que la planète aille mieux, en fait, qu'elle soit vivante, tout simplement. Et on en vient à mettre en place des mécanismes qui sont très, très profondément ancrés dans pas mal de gens. Moi, je sais que ça me touche. En écoutant Carole, je sais que ça la touche. En écoutant Nathalie, peut-être un peu aussi. On est dans des… Enfin, les êtres humains on pose des actes avec peut-être une conscience écologique, en tout cas pour la transition écologique, et qui peuvent peut-être en fait s'avérer mortifères. Alors ça, c'est peut-être parce que l'écologie, on la traite avec les chiffres tout simplement, et puis c'est tout. En fait, on en revient à ce que l'écologie, ce soit pas juste du vivant, mais juste faire descendre une courbe. Et donc oui, on consomme local, on en vient à mettre dans la tête des gens qu'il ne faut plus qu'ils consomment des bananes qui viennent de l'autre bout du monde, en bateau et en avion. Et en fait, c'est très sclérosant, les mesures qui sont proposées, en tout cas qu'on demande aux individus, aux citoyens d'incarner, de prendre, presque elles sont contre le vivant. Et pourtant, on parle de transition écologique. Et bon, voilà, c'est une petite aparté et c'est questionnant, c'est très questionnant. On a vu votre tête, c'est très questionnant. Oui, mais après, c'est justement, il y a de la pollution avec l'avion, le bateau, etc. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Enfin, le côté sclérosant… Parce qu'on peut peut-être avoir justement de la variété, mais localement, plutôt que d'aller loin pour aller chercher ces espèces-là. Oui, mais c'est sûr qu'il y a deux notions qui se mélangent. Enfin, je pense qu'il y a deux notions qui sont croisées. C'est que peut-être qu'on n'est pas obligé de faire venir des choses de l'autre bout du monde à l'échelle. Enfin, imaginons, tout le monde mange 10 bananes par semaine. Ouais, ça aurait un impact. Enfin, on pourrait raisonner comme ça, et puis en chiffres et en impact sur la planète. Mais en fait, c'est la position, la dynamique de base. On se ferme à tout ce qui existe à l'échelle de la planète.
parce qu'il faut inverser une courbe. C'est comme, après, je ne sais pas où ça en est, mais c'est comme les fameuses semences. Apparemment, enfin, à un moment donné, dans la loi, on ne pouvait plus échanger des semences. Je ne sais pas si. Mais ça en fait partie. C'est ça Parce que je sais qu'il y a un marché un peu à part où justement, dans les villages, les paysans s'échangent des semences comme ça. Mais, alors ça, c'est un mythe. Je veux dire, les paysans, il y a longtemps qu'ils ne s'échangent plus des semences parce qu'ils n'ont pas le droit. Et il y a longtemps qu'ils n'ont plus de semences et qu'ils ont vraiment du matériel génétique. Donc ça, c'est du violon. Je veux dire, là, après, moi, je sais que je l'ai vu. Mais c'est 100 ans en arrière, ce dont tu parles. Au jour d'aujourd'hui, il y a des réseaux qui se sont montés, mais il y a une vingtaine d'années. L'initiateur de tout ça, c'est Cocopelli dans les années 80, qui a commencé à travailler sur des semences vivantes. Point. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus de semences vivantes puisqu'on a éradiqué les blés. C'est pour ça que je m'y suis intéressée pendant une quinzaine d'années. Donc, non, pas de pipeau sur les semences parce que c'est un gros tas de… Après, moi, je sais que moi, c'est quand je suis allée en Normandie et en fait, il y a des jeunes qui ont récupéré en fait les fermes de leurs parents, etc. Ils s'échangeaient des semences, après des semences anciennes. Après, voilà, moi, je ne sais pas plus que ça, mais… Il y a eu tellement de choses au niveau des semences. Évidemment qu'il y a encore des gens qui ont gardé quelques semences. Sur un plan agricole, c'est peanuts. C'est vraiment des gens qui étaient extérieurs au monde agricole issu de la Deuxième Guerre mondiale, qui est passé donc d'une agriculture, on va dire, rurale à une agriculture conventionnelle et productiviste. Donc, toutes les semences ont été éradiquées, c'est-à-dire que tu peux faire toute la Haute-Loire pour trouver une variété d'avoine noire d'un mec qui l'a encore gardé de son arrière-grand-père, mais tu en trouveras une, alors que normalement, si tu vas à l'INRA de Clermont, tu vas avoir à peu près 300 variétés d'avoine. Donc, ça a été éradiqué, clair, net et précis. Donc, il y a eu après des gens qui ont été lanceurs d'alerte par rapport aux semences. Cocopelli en fait partie, Vandana Shiva en fait partie. Et après, il y a eu des petits groupes qui se sont montés pour garder et échanger des semences, mais c'est peanuts sur un plan mondial. Je veux dire, la personne qui a le plus bossé là-dedans, c'est Vandana Shiva. Elle a récupéré un peu comme moi 250 variétés de blé, mais par contre, elle a récupéré plus de 4000 variétés de riz. Voilà. Déjà, ça fait mal d'entendre 4000 variétés de riz, parce que vous avez l'impression qu'il en existe peut-être, des fois, vous achetez du basmati ou de je ne sais pas quoi, mais point barre. Donc, l'appauvrissement génétique, il est clair, net et précis, mais vraiment précis. Donc, ça veut dire qu'effectivement, encore heureusement, que jusqu'à maintenant, les gens ont passé leur temps à se balader et de ne pas rester local pour qu'il y ait des semences qui soient baladées, qui ont pu s'adapter. Parce que ce qui est important de voir, ce n'est pas simplement de prendre un bananier, de le prendre et de le foutre à un endroit, c'est de prendre des semences de bananier, de les acclimater, oui ou non, si elles ont envie ou pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, on sait que le vivant fonctionne avec de l'intelligence et de l'intelligence dure, forte. Et on sait très bien que dans tous les 250 variétés de blé que j'ai multipliées, il y a 80% de génétique qui s'est réveillée et qui s'est révélée, de blé qui venait même jusque d'Éthiopie, de Chine, du croissant fertile du monde entier, sur des terres qui sont à 1100 mètres, qui ne sont absolument pas des terres à blé, et je ne les ai pas fouettées ni maltraitées, je les ai semées. Ça veut dire que le végétal, par essence, il est capable et il a envie de faire ça. Il y a nous qui avons la trouille de ça. Ce que tu disais tout à l'heure, peur de fondre dans, je ne sais pas, quelque chose qui ne serait pas moi ou je ne sais quoi, mais c'est juste une trouille. Mais le végétal, il fait ça très bien. Donc non, je n'ai pas de problème à avoir des graines qui viennent d'Afrique de l'Ouest, de Chine ou de Tataouine, les flots, dans la mesure où le végétal, lui, a une génétique hyper mobile et qu'il était là avant les volcans, après la période glaciaire, et qui sont toujours là, et que les forêts tropicales humides ou sèches, elles existent toujours. Donc, ça veut bien dire que son génome d'adaptation, il en a un petit peu rien à battre de savoir si on peut déplacer l'olive de Nyons ou pas, parce que de toute façon, lui, il fera sa vie. Donc, nous, on se cale dans cette dynamique et on est OK avec ça. Et c'est Disneyland, parce que voir des trucs qui poussent que tu ne connais pas, eh ben, c'est juste génial. Et si tu peux les comprendre un peu, les côtoyer un peu,
eh ben, c'est encore plus génial. Si moi, je m'étais dit, ah ben non, les pêchers à 1100 mètres, vu ce qu'on connaît, ce n'est pas une terre à pêcher, et puis il n'y a jamais eu de pêcher ici. Voilà. Moi, j'ai fait des semi-francs, eh ben, il y a des pêchers qui sont magnifiques et qui donnent des pêches. La génétique, personne ne peut, la génétique, quand je parle de semences fertiles, personne ne peut l'obliger à. C'est une génétique qui est mobile, ce qui n'est pas notre cas. Donc, si on se colle au végétal, on va retrouver cette mobilité et cette possibilité de se croiser et de développer des intelligences qui deviennent communes. D'où l'idée que, est-ce qu'il y a vraiment des plantes endogènes et exogènes? Si c'est la question de départ qui nous animait, ben on va avoir du mal franchement à répondre qu'il y a vraiment des plantes endogènes. On a par exemple, un truc qui est comme ça. Il y a un végétal qui s'appelle Rhamnus. Afsa, tu vas me dire le nom en latin. C'est pas l'argousier, c'est l'argousier. C'est pas l'arbousier, le fruit de l'arbouse? Oui, c'est l'argousier, mais le nom latin, c'est Rhamnus. Je ne connais pas. Hipophae rhamnoides, voilà, ça y est. Ce petit arbre qui est juste un arbre sur l'immunité de malade, donc il y en a 2 ici qui ont gelé, qui sont repartis du pied, etc. Si on essaye de comprendre un petit peu ce petit arbre qui est un arbre plutôt arbuste puisqu'il fait 4 mètres max, si on regarde un peu comment il se comporte naturellement, il n'y a pas un mec qui s'est dit donc je vais développer une culture d'Hipophae rhamnoides. Mais par contre, il s'est baladé parce qu'il y a des oiseaux qui mangent les graines, qu'ils ont voyagé. On sait que les pigeons, les oies font des milliers de kilomètres. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, ça reste des phénomènes qui appartiennent aux vivants. On sait maintenant, parce qu'il y a des gens qui étudient les végétaux, Jean-Marie Pelt a été quelqu'un qui a vraiment bossé sur toutes ces plantes qui sont partout et pourquoi et comment ça fonctionne. Pour bien comprendre cette idée d'adaptabilité qui n'est en aucun cas menée par l'homme, l'homme fait plein d'autres trucs, mais ça, il ne sait pas faire. Ce petit arbuste, donc chez nous, il va faire 2-3 mètres. Dans son milieu, on va dire un peu plus adéquat sur un plan climatique pour lui, il va monter à 5-6 mètres. Mais c'est aussi un arbuste qu'on retrouve dans le désert et qui fait 20 cm. Pour moi, point barre. Donc, je n'ai pas, moi, monté une bananeraie, mais s'il y a un bananier que quelqu'un, pour X raison, il y a un bananier qui arrive ici, avec bienvenue, s'il pousse, il pousse, s'il meurt, il meurt. Très bien. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si, en tout cas, on peut rester avec ce questionnement, pour moi, je vois à peu près ce que ça me fait à l'intérieur, mais on peut rester avec ce questionnement, bien sûr. Ça chauffe. Mais bien sûr que ça chauffe. Donc, y a-t-il vraiment des plantes exogènes? Pour moi, il n'y en a pas, c'est clair. Bon, il n'y a pas de baobab chez eux. Ça va venir, j'en ai semé. Attends quelques millénaires, ça viendra. Ouais, ça mais du coup, s'il n'y a pas de plantes exogènes, il n'y a pas de plantes endémiques non plus. Non, parce qu'on trouve des frênes sur la planète qui ne vont pas avoir cette morphologie. Par exemple, nous, on a on va dire un système forestier qui est particulier, mais on sait très bien que les bouleaux, il y en a dans la toundra, il y en a partout. Je veux dire, voilà, c'est tout. Mais c'est nous qui sommes franchement bloqués, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien me dire que je vais pouvoir manger des tomates ce soir, que je vais pouvoir manger du raisin, que je vais pouvoir manger peut-être une banane. Je suis super contente de me dire que il y a des mecs qui sont venus d'Andalousie et que dans une semaine, on va avoir des mangues qui sont mûres. C'est génial. Et puis de voir l'hibiscus de ma belle-mère qui pousse dans la serre. Je trouve ça encore plus génial. Mais tu es vraiment à contre-courant alors de l'idéologie écologique dont on nous bassine les oreilles depuis quelque temps, manger de saison, etc. Mais oui, mais Afsa, c'est ce qu'on vient de dire. Si on parle vraiment de local et de plantes endogènes, moi, je vous dis, vous allez bouffer du pissenlit et de l'ortie pendant 365 jours. Le reste, vous oubliez. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, arrêtez de vous la jouer parce que de l'endogène, ça n'existe pas.
Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, si, mais ça va être tristus. Hein. C'est-à-dire quand, tout au début de la conversation, quand je vous ai dit, alors, de quoi on peut se nourrir si on n'a que des plantes endogènes? Tout de suite, moi, j'avais soupe aux cailloux, tu vois. Je vous laisse sur vos réflexions parce que… Ouais. Ah, mais non. Reprenez votre soupe. Donc, on pourra reprendre apparemment une deuxième soirée donc, sur les plantes endogènes et exogènes.